vidéo, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Oui, donc une entreprise, c'est assez facile à comprendre comment on peut faire de l'argent avec une entreprise. Donc, pour bien expliquer, je vais prendre un exemple. Bon, si je te donne 100 000 francs CFA et je te demande de me donner 50 000, tu vas être d'accord? OK. Combien de fois tu aimerais qu'on fasse ça? Plusieurs fois. Plusieurs fois, autant de fois que j'ai de 100 000. Je te donne 100 000 et tu me donnes 50 000. Bon, est-ce que je perds? Pas forcément. Est-ce que je perds? Peut-être. Ça dépend. Hein? Pourquoi je perds pas? Parce que vous donnez 100 000, il vous rembourse à 150 000. Non, il me rembourse pas 150 000. Il me donne 50 000. Il me donne 50 000. Donc, si tu fais cette proposition à un client, il va jamais refuser. Il va jamais refuser. Ah, est-ce que je perds? Ça dépend. Si j'ai eu mes 100 000, avec 25 000. Si j'ai eu mes 100 000 avec 25 000, est-ce que je perds? Non, je perds pas parce que ça m'a coûté 25 000 et j'ai eu 50 000. Voici comment ça marche une entreprise qui marche bien. La perception de votre client sur ce que vous lui donnez doit être à peu près le double. La perception, pas ce que vous lui donnez, mais la perception de ce que vous lui donnez doit être le double. Si la perception est le double, il va toujours accepter. Sauf s'il y a quelqu'un qui vient avec le triple. C'est-à-dire, il a l'impression que quelqu'un lui donne 300 000. Donc, vous lui donnez plus que ce que lui peut dépenser pour faire ça. Il va accepter. Ça, c'est le premier volet. Je te donne 100 000, tu me donnes 50 000. Mais vous, ce que cette perception vous coûte doit être ça va coûter moins cher que la perception de votre client. Autrement dit, si j'ai une pompe qui est fabriquée par Keita, qui peut faire un superbe travail qui m'a pas coûté trop cher, mais il va faire un travail qui vaut 100 000, mais moi, ça m'a coûté que 25 000, tout ça, et que le client me paie 50 000, j'ai eu une marge de 25 000. J'ai une marge de 25 000. Et c'est ça qu'il faut que je maîtrise. Je dois contrôler la perception du client. Je dois améliorer ce que je lui donne comme sa perception. Et la perception, c'est pas uniquement la qualité du travail. Ça peut être la rapidité aussi. Ça peut être le prix. Ça peut être beaucoup de choses. Il y a la qualité. Il y a aussi le fait que je ne le mets pas en danger. Il y a la garantie derrière. Il y a tout un tas de choses. Mais tout ça, ça fait qu'il perçoit que ce que je lui offre est beaucoup plus que ce qu'il va me payer, il va accepter. Mais moi, je ne veux pas perdre de l'argent. Donc, le but de mon entreprise, c'est de tout faire pour que ça ne me coûte pas plus que 50 000 que le client paye. Voilà un peu comment il faut schématiser. On a parlé jusqu'ici de détermination, de base, des choses comme ça. Mais il y a quelque chose qu'on appelle la résilience. C'est-à-dire quand les choses deviennent dures. Comment il faut faire? Je voulais donner l'exemple de quelqu'un qui s'appelle, en anglais on dit Jabez, et j'ai vu qu'en français on dit Jabet, qui était quelqu'un qui est né avec une infirmité. Alors on ne sait pas exactement son infirmité. Est-ce qu'il était perclus des deux pieds? Est-ce qu'il ne voyait pas? On ne sait pas. Simplement, la Bible nous dit dans 1 Chroniques 4 que Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donne le nom de Jabet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Et ça veut dire que quand il est né, il était déjà infirme. Et Jabet invoqua le nom d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu es dans mes limites, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, etc. » Et Dieu
accorda ce qu'il a demandé. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Le désir de Jabez était d'augmenter ses territoires. Il voulait que ses territoires soient beaucoup plus grands que ce qu'il a aujourd'hui. Un bon désir. Cela lui tenait à cœur et il pria jusqu'à obtenir son souhait. Ah, ok. Dans son livre, Napoleon Hill a écrit un livre qui s'appelle Think and Grow Rich. Ça veut dire pense et deviens riche. Il a dit que un dénominateur commun de tous ceux qui ont réussi, c'est ce qu'il appelle en anglais the burning desire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un désir qui vous brûle le ventre. Jabez ne peut pas obtenir de lui-même plusieurs territoires parce que apparemment il était handicapé. Mais tout ce qu'il a fait, c'est de prier jusqu'à ce que Dieu lui accorde ce qu'il veut. C'est tout qui tenait tellement à cœur que ça lui brûlait et sans cela, vous ne pouvez pas surmonter vos difficultés. Et c'est pour ça que mon point numéro 8 est que pour surmonter les difficultés, il faut absolument que vous ayez un désir qui soit beaucoup plus fort que votre handicap. Alors, ton désir doit être plus fort que tes handicaps parce que si tu ne regardes qu'à tes handicaps, tu ne peux pas aller plus loin. J'ai lu une histoire il n'y a pas très longtemps, une histoire que je connaissais, mais finalement j'ai trouvé le nom de la personne. C'est un étudiant de mathématiques qui était en retard à un cours. Et le professeur à l'université a écrit un problème sur le tableau. Et puisque l'élève était arrivé en retard, il n'y a pas trop longtemps, tout le monde est sorti, donc lui, il est resté là pratiquement tout seul. Il a copié le problème. Il a passé des jours et des jours et des semaines à résoudre ce problème. Et normalement, tous les jeudis, ils doivent rendre leur devoir. Le jeudi est arrivé, il a rendu le devoir. Son professeur a pris ça et ne lui a rien dit, pas de note, rien du tout. Puis un jour, il a été convoqué. On le convoque et il vient dans la salle. Il y avait son professeur. Tous les professeurs de mathématiques de l'université, le dean, c'est-à-dire le directeur de l'université, on lui dit de s'asseoir. On lui dit, où est-ce que tu as trouvé la solution? Il a expliqué ce qu'il a fait, etc., etc. Il a dit, mais rien ne t'a empêché de trouver cette solution? Il a dit, oui, c'est très difficile, mais j'ai persisté, et j'ai finalement trouvé. Il dit, mais qui c'est qui t'a dit de résoudre ce problème? Ce que je raconte, c'est une histoire vraie. Il dit, mais c'était au tableau. Et son professeur lui a dit ceci. J'ai mis ce problème sur le tableau en disant que c'est le problème en mathématiques qu'on ne peut pas résoudre. Et je suis parti pour donner un exemple à tes camarades pour dire que des fois, nous les mathématiciens, nous ne pouvons pas trouver la solution. Et toi, tu as trouvé la solution parce que tu es venu en retard et tu n'as pas écouté la partie où j'ai dit que c'est impossible de résoudre. Aujourd'hui, ce professeur jeune qui est venu en retard et qui a trouvé la solution avec détermination, fait partie de l'Académie américaine des mathématiciens. S'il était venu à l'heure, il ne serait pas à l'endroit où il est aujourd'hui. Il ne serait pas à l'endroit où il est aujourd'hui. La difficulté n'est perceptible qu'à vos yeux. C'est vous-même qui vous déterminez la difficulté. Regardez ce jeune homme. Il s'appelle Eric Weinheim-Meyer. Il a quelque chose de particulier. Il a monté le mont Everest. Vous allez dire, mais il a monté le mont Everest. Il y a plein de gens qui ont dit. Mais il a un handicap. Il a un handicap. Il est aveugle. Il est aveugle et il a pu monter le mont Everest. Parce que dès qu'il était à bas âge, ses parents lui disaient, tu peux faire tout ce que tu veux comme tout le monde. Il a toujours essayé de faire exactement comme tout le monde.
et il escalade des montagnes que personne, il est américain, son nom sonne allemand, mais il est américain. Et aujourd'hui, il prend avec lui des groupes de jeunes aveugles pour leur dire que l'handicap que vous avez, c'est pas que vous ne voyez pas. L'handicap, et il cite Helen Keller, l'handicap, c'est que vous n'avez pas de vision. Ce n'est pas que vous ne voyez pas, c'est que votre rêve n'est pas assez grand. Ce n'est pas que vous ne voyez pas, c'est que vous voyez les obstacles. Ce n'est pas que vous ne voyez pas, c'est tout simplement parce que vos yeux sont rivés sur les Goliaths et il n'y a pas de pourquoi. Tout ce qui vous handicape, ou nous, les Africains, on dit on ne peut pas, c'est les Blancs qui font ça, etc. Bon, je suis un petit peu ridicule en disant tout ça, on ne dit pas tout ça, mais je veux dire que la perception parmi la jeunesse, c'est que chez moi, ça va pas. Chez mon frère, ça va pas. Dans ma communauté, ça va pas. Je retrouve exactement pratiquement les mêmes excuses dans les HLM en France, c'est comme s'il y a une communauté qui réfléchit de cette façon et il se met des handicaps et voit les handicaps. Et il y a plus de gens qui sont handicapés dans l'histoire du monde qui ont réussi des choses que des gens qui sont bien portants et qui n'ont rien fait de leur vie. Là, avec cet exemple, qui est l'histoire de la prise de Jéricho, que l'on trouve dans Josué 6, c'est Josué et son équipe qui ont pris Jéricho, on va voir la stratégie. Alors, je réexplique un tout petit peu ce qui s'est passé. La vision, c'est de voir Jéricho, qui est une ville entourée d'un muraille épais, ou même, paraît-il, on peut faire tourner un cheval autour de la ville, de faire tomber cela sans faire la guerre. Ça, c'est la vision, ça, c'est l'image. Quelquefois, la vision, vous avez une image de cela. Donc, ils ont cette image. Comment arriver à faire ça? Il y a une stratégie qui a été donnée par Dieu, et maintenant, c'est la stratégie. Après la stratégie, on va voir les buts ou les objectifs, puis les projets, puis les tâches, avec cet exemple, et ça va bien illustrer ce que je dis. Donc, ça, c'est la vision, possession de Jérusalem, de Jéricho qui va tomber. La stratégie est la suivante. La stratégie, c'est le comment on va faire ça. Il faut faire le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours. Le 7e jour, il faut faire le tour de la ville 7 fois. Puis, il faut sonner la trompette. D'accord? Il y a une façon de faire ça. Il faut mettre les 7 trompettistes devant, suivis de sacrificateurs qui portent l'arche, suivis des hommes armés, et puis tout le reste du peuple va derrière. Ok, c'est ça la stratégie. Bon, maintenant, vous savez comment faire ça. Maintenant, il faut découper cette stratégie en objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire de découper en objectif? Ça veut dire que je reprends la stratégie et puis je me dis, écoute, il faut des trompettistes. Est-ce qu'on les a, les trompettistes? Bon, les trompettistes, vous êtes là, vous allez bien répéter votre truc, vous allez faire ça. Après, ceux qui vont porter la chaise, vous êtes là, oui, on est là, vous allez porter, on découpe comme ça, et il faut que chacun ait son rôle à jouer. Maintenant, il faut faire le projet, la technique ou ce qu'on veut. Je ne vais pas être bien. Et voilà, ici. Et on dit, maintenant, on va exécuter. Exécution de chantier, qui va être sans faute. Ne rien dire pendant 7 jours, puis le 7e jour, à la fin des 7 tours, le 7e jour, tout le monde doit crier et on doit jouer la trompette et techniquement, normalement, le mur doit tomber tout seul. Mais si on loupe quelque chose,
Ça ne va pas tomber. Ça ne va pas tomber. Ça veut dire que Josué, qui est le chef d'orchestre de tout ça, va bien préparer les 7 personnes, va bien préparer chaque partie, va bien préparer les choses, pour que maintenant il y a un déroulement. Je vous pose une question. Imaginons que le jour J où ils vont faire le premier tour, il y a un trompettiste qui est malade. Il y a un sacrificateur qui est malade qui ne peut pas porter l'âge. Qu'est-ce qui va se passer? On ne peut pas exécuter. Bon, donc ça veut dire que dans la planification, il faut prévoir un remplaçant. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas uniquement cette... Et c'est ça qui arrive souvent dans les sociétés. On ne planifie pas. On a une idée vague, ça va marcher. Bon, moi je prends notre exemple dans la société. On nettoie quelque chose et on a une pompe qui marche très bien et on a un compresseur qui marche très bien. La pompe tombe en panne. Le compresseur tombe en panne. On est paniqué. Mais notre stratégie est bonne. Le projet ne peut pas marcher parce qu'on n'a pas cerné les contours de ce projet. On dit souvent que ce qui tue une entreprise, ce n'est pas le manque de projet, mais c'est le manque de cash flow. Quelquefois, on s'engage et on trouve que, voilà, ça marche pas. D'ailleurs, je vais être très, très concret. Très concret. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a une stratégie, on a quelque chose, on doit sortir quelques déchets à un endroit, et on a conçu notre stratégie planifiée hier. La benne doit venir à telle heure, on doit payer la benne, on doit amener les ordures quelque part, on doit les incinérer quelque part, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé? La benne en question, la personne qui devait venir, est tombée en panne. Enfin, n'a même pas démarré. Le matin même, ils ont trouvé qu'il y a une panne sur la benne. Donc, s'il n'y avait pas de plan B, le projet est tombé à l'eau. Pourtant, la stratégie est là. Mais chaque projet doit être bien analysé et si on exécute, le résultat, c'est que le mur tombe. Donc, la stratégie, c'est comment aller, mais chaque parcours, c'est un projet et ensuite, chacun doit faire ses tâches et il faut faire en sorte que tout cela soit bien coordonné par le responsable, par Josué, et puis il y a d'autres responsables qui sont en dessous. Il n'y a pas de commentaire. Maintenant, qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué que même si vous avez une stratégie, vous avez besoin de personne. Et là, on est obligé de parler d'équipe. On est obligé de parler de personnes et je vais commencer par l'ensemble qui est tout le personnel. Le conseil de Jéthro à Moïse, c'est comme ça que je l'appelle. Alors, si vous n'avez pas d'équipe, vous ne pouvez rien faire. Si vous n'avez pas de personnel, vous pouvez rester solo, c'est-à-dire vous pouvez rester seul et vous aurez un business qui est petit. Je prends par exemple un docteur. Un docteur généraliste peut travailler seul, avec une secrétaire. Il est limité. Il est forcément limité. Même un chirurgien est limité, parce qu'il change son temps avec de l'argent. Sauf si c'est du double. Il ne peut pas faire le double de ce qu'il fait. Donc, il faut que vous ayez beaucoup de gens. Moïse est confronté à cela et il se retrouve avec un peu plus de 2 millions de personnes à gérer. Et il essaie de tout faire. Donc, on va partir de là-haut et puis on va descendre jusqu'aux copains, au club, au mastermind group, ou des choses comme ça. Donc, au départ, Moïse était confronté avec des gens qui lui demandaient chaque fois de l'aider et il était fatigué. Son beau-père lui dit, en Exode 18, le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces et tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois.
fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Autrement dit, toi, tu es le chef d'orchestre. Ok? Ça, c'est le conseil du beau-père de Moïse. Choisis parmi les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur les chefs de milliers, de cent, de centaines, les chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toute affaire importante et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Les petites causes, ça veut dire les grandes causes, c'est toi qui t'en charges. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Ça, c'est un bon conseil. C'est un bon conseil. Le problème, c'est que vous ne commencez pas avec 2 millions de personnes. Vous ne commencez pas avec 20 personnes. Vous commencez seul. Et vous restez seul. Vrai ou faux? Combien de fois on a un mécanicien qui reste là avec les mêmes outils, qui essaie de faire la même chose pendant des années et 10 ans, il reste toujours ça. Et si on lui dit, mais pourquoi tu ne prends pas des gens? Non, ils vont gâcher ce que je fais. C'est ça le problème. Je vous donne un secret. Je vous donne un secret, tout de suite. Quand vous prenez quelqu'un, il ne va jamais bien faire comme vous. C'est un secret. Il faut le savoir. Et il faut faire avec. Il faut faire avec. Mais, à un moment donné, il peut aussi mieux faire que vous. À un moment donné. Ce moment, c'est un point d'interrogation. Ça peut être 6 mois, ça peut... Ça, c'est le premier. Le deuxième secret, c'est qu'il faut prendre des gens qui font mieux que vous. Quand il y a des choses, je ne peux pas faire dans l'entreprise. Je ne peux pas conduire un élocuteur. eBay, il peut mieux conduire que Jumeau peut mieux conduire que telle personne, etc., etc. J'ai jamais essayé d'être le meilleur dans la conduite des élocueurs. Jamais essayé. Est-ce que je suis même monté sur un élocuteur? Jamais. Toi, tu me surveilles. Mais, si je n'ai pas les chauffeurs d'élocuteur, est-ce qu'on aura ce revenu? Non. Non, on n'aura pas. Donc, d'une seule personne à 2, 4, 5, etc., ça fait peur. Comment je vais les payer? Si je n'ai pas l'argent, comment je vais les payer? Donc, on reste seul. Ça, c'est le début. Il y a quelqu'un qui s'appelle Robert Kiyosaki, qui vous connaissez ici sous le nom de celui qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre, qui dit que dans la vie d'un entrepreneur, on peut diviser les entrepreneurs en 4 groupes. D'accord? Et il appelle ça le cadran du cash flow. Le premier groupe, c'est eux. C'est les employés. Alors ça, c'est pas un entrepreneur, excuse-moi. Dans la vie en général, vous avez les employés. Il y en a beaucoup ici. Vous travaillez comme salarié. Puis vous avez S. S, c'est solo entrepreneur. Vous êtes seul, et c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, le médecin, le chauffeur qui a du taxi, qui a un seul taxi, voilà, vous êtes seul. Puis vous avez le B. Le B, c'est ceux qui ont le business, c'est ceux qui ont les entreprises. B pour business. Et c'est les gens qui ont plusieurs personnes à gérer. Alors, je dis plusieurs, je ne dis pas 10, je ne dis pas 100. Il y a des sociétés qui ont 100 000 à gérer. Bon, le rêve que vous avez n'est peut-être pas 100 000, c'est peut-être 10, 15. Ou le rêve que vous avez, c'est peut-être d'être un meilleur, un bon salarié. Il n'y a pas de problème. Voilà comment c'est décomposé. Et puis, il y a les investisseurs, ceux qui achètent ou qui prêtent de l'argent, ceux qui investissent de l'argent mais qui ne travaillent pas. Et il dit, là où vous voulez être, c'est à droite, c'est-à-dire B et I. Votre but, c'est de partir de la gauche, E et S, pour aller sur B, où vous avez beaucoup de gens qui travaillent pour vous. Bon, peut-être que vous pensez que je travaille beaucoup dans l'entreprise, mais je peux vous garantir que peut-être que je travaille le moins dans l'entreprise. Est-ce que quelqu'un est d'accord que je travaille le moins dans l'entreprise? Il y a
qu'une personne qui ose dire ça. Mais probablement que je gagne le plus dans l'entreprise. Est-ce que quelqu'un pense que je gagne le plus dans l'entreprise? Oui. Ok. Donc, c'est ça. Donc, le secret est d'employer des gens plus intelligents que nous. C'est eux qui doivent nous rapporter ce qui se passe sur le terrain. Et dans le cas de Moïse, il a pris 70 personnes qui peuvent gérer 2 millions de personnes. Voilà. Ensuite, il faut que ce groupe soit plus réduit. Et ça, c'est l'exemple de Jésus, qui a pris 12 disciples. C'est beaucoup plus facile. Vous avez maintenant vos entiers. Alors, quelquefois, on appelle ça un conseil d'administration. Quand on appelle mes amis intimes, c'est plus restreint et c'est ces personnes qui vont t'aider à peut-être élever ton potentiel. Et donc, Jésus a pris 12 disciples, mais quelquefois, j'ai cité un livre tout à l'heure qui s'appelle Think and Grow Rich, penser et devenir riche, de Napoleon Hill. Il appelle ça le Mastermind Group. Vous avez un groupe, une dizaine de personnes, et où vous réfléchissez pour vous pousser, pour augmenter votre limite. Donc, de très grand, vous avez quand même un groupe plus petit. Puis, vous devez avoir des amis intimes. Ça, c'est le cas de David et Jonathan, par exemple. Mais David et Jonathan sont des amis sans être des personnes qui se rivalisent ou qui se battent, etc. Donc, il te faut des amis intimes, des collaborateurs intimes, des gens vraiment qui te soutiennent tout le temps. Voilà, ça c'est David et Jonathan. Mais, vous avez aussi Paul et Barnabas. Paul et Barnabas sont rentrés dans un conflit. Donc, vous avez toujours des gens, il vous faut des gens qui vous challenge, qui vous disent non, tu peux faire plus, pourquoi tu fais pas? Il faut des gens qui peuvent, non. David et Jonathan, eux, ils s'entraident. Mais Paul et Barnabas, ils sont même séparés parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais il y a toujours, il n'y a pas trop d'animosité, mais tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un. Donc, il vous faut tous ces amis. Et puis, il vous faut un quatrième niveau qui est Paul et Timothée. Donc, c'est un apprenti, quelqu'un que vous essayez d'aider. Donc, ça peut être Paul, Timothée, Paul, Silas. L'apôtre Paul a beaucoup formé de jeunes. Donc, il faut ça. Donc, si je résume rapidement, il vous faut un groupe. Si vous êtes dans une grande société, vous gérez une grande société, vous avez beaucoup de monde à gérer. Il vous faut les 70, c'est-à-dire les gens. Donc, ça, c'est les directeurs et les managers. C'est comme ça qu'on va les appeler dans les entreprises. Il vous faut ces personnes-là. Il vous faut ensuite un board of directors où il faut un groupe de mastermind. Mais il vous faut quelques personnes qui vous stimulent et quelques personnes qui vous encouragent. Et aussi des gens que vous encouragez. Si vous n'avez pas tout ça, vous allez vous ennuyer. Donc, il faut se mettre dans la tête, il faut créer tout ça pour pouvoir suivre la stratégie, parce que tout seul, vous n'allez pas réussir à faire. Et c'est ça le danger. Et pour arriver à tout cela, il faut que vous-même vous soyez un leader. Il faut que vous êtes le chef d'orchestre. Même pour votre vie, vous êtes le chef d'orchestre de votre vie. Donc, ici j'ai pris l'exemple de Néhémie, je ne vais pas détailler, mais Néhémie est un leader qui avait une muraille à construire autour de Jérusalem, et il a stimulé tout le monde pour pouvoir reprendre le travail qui s'était arrêté pendant 15 ans. Et en 50 jours, ils ont fini le travail. D'accord. Mais dans l'équipe, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut 4 types de personnes. 4 types de personnes. Il vous faut la tortue, le golden retriever, l'otarie et le lion. Et je vais expliquer tout cela. Je commence par la tortue. Alors, la tortue, c'est quelqu'un qui est minutieux. C'est peut-être le comptable. C'est quelqu'un qui vérifie chaque chose. C'est ou la secrétaire, ou le comptable, qui est tellement minutieux
que le travail traîne, mais le travail est bien fait. Il vous faut cette personne. Le Golden Retriever, qui c'est ce qu'on appelle le Golden Retriever? C'est un chien qui est toujours là, tout content, qui vous sait tout là, qui secoue la queue tout le temps. Et là, il vous faut quelqu'un qui est votre ami, qui vous supporte. Quelqu'un comme Flora qui vous encourage tout le temps. Qui est toujours là, ne dit jamais rien de méchant. Et qui est là toujours pour vous supporter. Donc, il vous faut cette personne-là parce que quelquefois, vous êtes un peu déprimé. Et c'est pas, non, ça va aller, voilà, non, je vais essayer de régler ça. Il vous faut cette personne-là dans l'équipe, des gens qui encouragent l'équipe. Puis il vous faut l'otari. L'otari, c'est un animal qui joue un petit peu dans le cirque. Il a un ballon sur le nez, là, avec des palmes derrière, voilà. Et c'est vrai qu'il faut toujours quelqu'un qui met un petit peu de la joie dans l'équipe. Il faut quelqu'un qui met dans la joie dans l'équipe. Et il faut le lion. Le lion, c'est le fonceur. Le lion, c'est lui, c'est le chef d'entreprise, c'est celui qui va chercher. Ça peut être aussi... ne me montrez pas du doigt. Non, ça peut être aussi le responsable commercial. Mais c'est des gens qui foncent et quelquefois, ils font du mal. Donc, quand ils font du mal comme ça, tu vois, le Golden Retriever, il vient, il arrange les choses derrière, etc. Mais, il a des idées tout le temps. Mais il n'arrive pas forcément à faire le détail. Et c'est pour ça qu'il a des gens qui sont autour de lui, comme la tortue. Maintenant, lui, il doit savoir comment répartir ça. Comment répartir le travail, comment mettre les gens au bon endroit, au bon moment pour exécuter l'idée qu'il a. Il vient tout le temps avec des idées, ils font sur les idées, et s'ils ne font pas attention, eh bien, les gens font contre lui, etc. Donc, il faut toujours des gens à côté de lui, parce qu'il ne peut pas y arriver tout seul, il faut toujours cette personne-là à côté de lui. Si vous n'avez pas ça, moi je peux vous dire ce qui va arriver. Mettons que vous n'avez pas la tortue. Et que vous allez, vous voyager. Dans mon cas, je voyage énormément. Il y a des factures un peu partout. Et je dis, moi-même, je sais faire la comptabilité. Je vais rentrer ça. Je ne le rentre pas bien. Boum, inspection fiscale. Tout l'argent que vous avez gagné là, ça va sortir vite fait. Vous allez être pénalisé. Alors que si vous avez une tortue qui est minutieuse et qui rentre des choses, que vous appelez, dites attention, là, vous êtes en train de dépasser la limite, bientôt on sera dans le négatif, parce que le lion, là, il ne regarde pas si vous êtes dans le négatif ou pas, lui, il fonce, il cherche des marchés, et tout ça. Donc, il va vous recaler un peu. Et le Golden Retriever, quelquefois, vous arrivez au bureau et puis vous n'avez pas envie de travailler, il vous encourage. Il vous encourage, ça. Et l'otari, c'est lui qui peut animer une équipe, voilà, il met un peu l'ambiance. Lui aussi, il a un côté d'encouragement aussi. Voilà un peu ce que vous devez avoir dans votre équipe. Et lorsque vous désirez recruter quelqu'un pour effectuer une tâche, celui-ci doit être conscient de l'importance que vous lui demandez. Bon, donc Néhémie ici a encouragé les gens. Et un bon leader doit avoir la détermination, le dynamisme, pour que tout le monde connaisse son objectif. Il doit connaître la détermination, il doit planifier, il doit recruter son personnel et atteindre son objectif. J'ai mis ici, dans le cas de Néhémie, il a beaucoup prié. Donc ça aussi, pour ceux qui sont spirituels, c'est un élément qui vient souvent, des gens qui prient beaucoup, parce qu'ils savent que malgré une bonne équipe, il y a toujours quelqu'un au-dessus qui peut aider. La question est de savoir si j'ai donné 4 types de personnages, est-ce qu'il peut arriver qu'il y ait des croisements entre les gens et quelqu'un peut-être lion et tortue, etc. C'est des tendances dominantes. Ça veut dire que la personne est tant pour cent. Tout ça, c'est déterminé par des tests. Je peux faire, on va pas le faire aujourd'hui parce que ça peut prendre 30 minutes. Je peux vous faire aller en ligne et puis vous remplissez des choses. Et ça va vous déterminer qui vous êtes. Le découpage que j'ai proposé, c'est le découpage simple. Il y en a qui viennent avec 7 personnalités, tu peux découper. Par exemple, moi, je fais souvent le test et je suis pratiquement 90% lion. Voilà. Je suis 90% lion.
et je suis 10% réparti un petit peu sur les 3 autres, un tout petit peu. Il y a des gens qui sont 60% tortues, et puis Golden Retriever 40%. Ces personnes, vous n'allez pas les mettre comme comptables, vraiment. Donc, c'est à vous, une fois que vous connaissez ces personnes, que vous avez fait ces tests, que vous les répartissez là au fond. Ou bien, vous les voyez à l'œuvre, et puis vous dites, ah, le poste que je lui ai donné, le diplôme ne fait pas tout. Les gens pensent que parce que quelqu'un est comptable et il va bien faire. Hein, Pauline, on a remarqué ça. On en a qui sont pas si comptables que ça et qui ont le diplôme de comptable et qui travaillent dans le cabinet comptable qu'on utilise. Je vais pas donner de nom, mais c'est des gens à l'extérieur de l'entreprise qui on pense qu'ils auraient mieux fait de faire un autre travail. Voilà. Donc le diplôme, il faut pas se baser sur le diplôme, il faut se baser sur la personnalité. Le trait de caractère sur la personne, c'est une question très très intéressante. Quand tu as un poste, par exemple un poste de secrétaire, tu poses des questions dans ce sens-là. Comment est-ce que tu fais lorsque tu dois ranger 40 documents qui sont éparpillés par terre? Et si la personne dit là, je sais pas, donc tu te dis que c'est peut-être pas bon secrétaire. Et quand tu as des hésitations pour embaucher, c'est qu'il faut pas que toi tu n'embauches pas, tu donnes à un cabinet qui embauche parce que eux ils font passer les tests. Donc une des choses normales que tu dois faire, c'est que tu peux faire passer les tests. Tu veux travailler chez moi, j'aimerais que tu viennes, tu te mets sur l'ordinateur et tu me fais ce test-là. Le test va te déterminer quel est le profil de la personne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu fais un essai. Voilà. Tu dis, OK, on te prend à l'essai pendant 30 jours. Et tu lui donnes des tâches très difficiles. Et la personne réagit bien ou pas. Voilà. Donc, c'est comme ça que tu fais. Bonne question.